Merci. Merci encore aux organisateurs d'avoir pris en compte ma participation. Donc effectivement, je vais vous présenter donc, un petit diaporama en fait. Ici, je voulais surtout exprimer mon intérêt pour la problématique, et c'est un sujet. Donc moi, je suis biologiste, je suis écologue de formation, professeur en écologie marine, et je voulais vraiment participer à cette conférence pour apporter un éclairage peut-être un petit peu particulier, peut-être naïf aussi parfois, et par contre qui ne va pas être directement lié à la crise, qui est valable pendant la crise, qui était valable avant et qui sera valable après. Donc j'ai choisi d'intituler ma présentation une équation complexe entre environnement d'exception, vulnérabilité et opportunité. Donc effectivement, la Polynésie, vous le savez très bien, c'est un environnement très spécifique. Il faut, je pense, c'est important de resituer un certain nombre d'éléments fondamentaux. L'isolement, on en a parlé dans les présentations juste avant. La multi-insularité, avec des distances, oui, c'est l'Europe, mais c'est surtout de l'eau, la Polynésie, puisque en fait, si on met toute la Terre bout à bout, c'est 40% de la Corse. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace, je dirais, émergé en Polynésie française. Et puis ce sont des systèmes qui ont, pour certains, plusieurs millions d'années, donc qui ont mis du temps à se former, et de ce temps-là vont résulter un certain nombre de caractéristiques environnementales. Alors, cette situation particulière, elle va ensuite se décliner en différents types de vulnérabilité. Et tout d'abord, ici, je voulais vous parler de vulnérabilité structurelle, mais endogène, c'est-à-dire qui est propre au système lui-même. Et ici, on voit donc que ce sont effectivement des systèmes, les milieux insulaires et la Polynésie en particulier, qui sont des systèmes qui ont évolué très loin de tout, en fait, très loin de tous les flux migratoires des espèces, et donc qui vont avoir des particularités liées à cette évolution tout à fait spécifique. Des zones dans lesquelles on a très peu, ce que j'ai écrit, très peu anthropisé, c'est-à-dire l'humain a peu d'impact, il y a peu d'aménagement, peu d'infrastructures, en tout cas dans la majorité des îles de Polynésie. C'est aussi des équilibres sociaux particuliers, avec des cultures qui se confrontent, qui se mélangent et parfois s'opposent. Et puis il y a aussi un véritable mode de vie insulaire qui est depuis très longtemps en harmonie avec son environnement. Donc toutes ces vulnérabilités, en fait, toutes ces caractéristiques structurelles vont entraîner un certain nombre de vulnérabilités, et la première d'entre elles est la vulnérabilité liée à la biodiversité, puisque en fait, le fait que ce sont des systèmes qui ont évolué très loin de tous les autres, dans ces systèmes, en fait, il y a assez peu d'espèces, on va le voir, et les espèces qui sont présentes, elles ont eu une évolution très particulière, et surtout, elles ont très peu, finalement, été confrontées aux autres. Donc, d'un point de vue de l'écologie, en tout cas, il y a une réalité qui est celle d'une vulnérabilité très importante des espèces, parce qu'elles ne sont pas habituées à la compétition, ce qui est le cas des autres espèces dans les systèmes continentaux, par exemple. Les espèces sont confrontées, doivent survivre parmi d'autres, et quand il y a beaucoup d'espèces, la capacité de résistance et de survie, elle s'adapte également. Si on prend une carte ici, juste pour illustrer mon propos, on voit que finalement, l'étalement, en fait, plus la couleur est rouge, plus c'est des zones où il y a beaucoup d'espèces. Ici, c'est sur le nombre d'espèces de coraux. Et plus on va vers la Polynésie française, et puis plus on est dans les roses claires, parce qu'en nombre d'espèces, on a moins d'espèces, puisque la théorie de la ligne de Wallace, il y a un coral triangle, les espèces ont migré à partir de cette zone vers le reste de l'océan. Donc, de manière factuelle, en Polynésie, il y a moins d'espèces que dans d'autres zones, par exemple, si vous prenez les Philippines ou la mer de Corail. Et par contre, les espèces qu'on a chez nous,
elles vont être des espèces qui vont avoir un développement très particulier. On va appeler ça des espèces endémiques qui vont avoir des propriétés, une valeur patrimoniale extrêmement importante. La biodiversité, ce n'est pas seulement le nombre d'espèces, mais c'est aussi ce taux d'endémisme qui, on le voit chez certains oiseaux, peut être très important, avec ici en Polynésie française, plus d'une quarantaine d'espèces, presque 50, qui sont des espèces endémiques et donc très fragiles, très vulnérables, parce que justement, elles ne sont pas habituées ou peu habituées à la compétition avec les autres. Donc ça, c'est un point important, parce que ça veut dire que dans ces systèmes, toute importation d'une espèce peut avoir des conséquences dramatiques très rapidement, parce que l'espèce peut supplanter les locales, les natives, et donc on va avoir toutes les problématiques de prolifération. Alors c'est vrai, ici je vous ai mis l'exemple du Myconia, parce que tout le monde le connaît. Il y a d'autres espèces, évidemment, notamment au niveau des insectes, qui sont très très problématiques. C'est des espèces qui vont devenir invasives une fois qu'elles vont arriver en Polynésie française. Donc c'est vrai que du coup, en fait, toute importation, alors par les bateaux, les coques des bateaux, les eaux de ballast, par exemple, mais également par la terre, par les graines, toutes ces importations peuvent avoir chez nous, ici en Polynésie, une résonance tout à fait particulière qui peut être tout à fait dramatique. Aujourd'hui, on a des problématiques dans les îles où quand on va ramener de Tahiti, déjà d'île à une autre, par exemple du tout venant pour faire des constructions, si dans le tout venant il y a quelques fourmis, les fourmis vont s'installer et on a certains atolls dans les Tuamotu de l'Est qui sont envahis d'espèces qu'ils n'avaient pas avant parce que ces espèces elles sont venues avec l'homme. Donc une source de vulnérabilité importante. Autre source de vulnérabilité, c'est un phénomène qu'on appelle, nous, l'eutrophisation. Bon, c'est un nom barbare pour dire tout simplement que, en fait, quand on va enrichir de manière trop importante en milieu en azote et en phosphore, donc typiquement les apports, les rejets domestiques, on va entraîner dans le milieu naturel et principalement le milieu marin des conséquences importantes et notamment des développements algaux, qui font suite, en fait, on a des mortalités de coraux, puis ensuite des développements algaux. Donc tout ça aussi fait partie de la vulnérabilité structurelle induite cette fois, puisque ce sont les rejets urbains de nos cuisines, de nos lessives, qui font cette pollution en azote et phosphore. Elle est aussi ici plus importante et les conséquences plus dramatiques parce qu'on a des milieux qui sont par ailleurs assez pauvres. Donc ça peut venir des rejets domestiques. L'agriculture également peut être une source importante d'eutrophisation. Donc ça entraîne des modifications sur les systèmes vraiment qui peuvent être importants. Plein d'autres, je ne vais pas tout détailler, on a aussi également des problématiques de conflits sociaux avec des privatisations d'espace, donc tout ce qui est allocation d'espace vont être des éléments importants. Également l'épuisement des ressources, on va le voir, les ressources, on l'a vu déjà, sont très limitées sur ces territoires. Et puis autre type de vulnérabilité induite que j'ai appelé, peut-être maladroitement, mais économique, qui est lié au coût en fait, du traitement, par exemple, des déchets, qui est une vraie question en milieu insulaire par rapport au mode de consommation notamment. Et on va voir que le tourisme peut également y contribuer. Mais ce ne sont pas les seuls. Donc c'est finalement un équilibre très complexe qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et effectivement, j'ai entendu dans les messages précédents beaucoup de choses qui finalement rejoignent ce que j'avais écrit. Oui, le tourisme, l'idée c'est une forte valeur économique, c'est un moteur de l'économie de la Polynésie aujourd'hui. C'est un tourisme qui est vraiment centré, alors j'avais remarqué un petit peu tous les mots, mais sur l'environnement, sur la notion de carte postale, on peut parler aussi de refuge, d'authenticité, de culture, etc. Et c'est tout autant, toutes ces choses-là, en fait, elles sont aussi étroitement liées au fait qu'on est loin, on est isolé. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont fragiles et précieuses. Donc, la volonté d'accroître la progression du secteur touristique, j'ai bien entendu, avec tous les éléments d'information que j'ai entendus tout à l'heure, c'est vraiment important de considérer finalement cet équilibre ou cette équation complexe qu'il va falloir trouver, puisque l'idée, c'est quand même
au départ et aussi à l'arrivée, c'est de satisfaire un touriste, un client qui cherche effectivement le dépaysement, moi j'ai fait simple, mais qui veut quand même conserver son mode de vie continental, bénéficier effectivement de tout le confort possible qu'il peut trouver ailleurs, et puis qui va avoir aussi des exigences parce que effectivement la Polynésie reste encore aujourd'hui une destination très chère. Donc tout ça fait que le touriste, il est aussi exigeant par rapport à ce qu'on va lui proposer, et c'est bien normal. Mais, donc toutes ces exigences, elles vont être à croiser avec effectivement un certain nombre de choses qui sont des faits. Les ressources sont limitées, notamment les ressources en eau, et ça c'est vraiment une problématique majeure en Polynésie française. Le dimensionnement des systèmes de traitement également des eaux. Si on n'a pas des bons systèmes de traitement, on a de l'eutrophisation et nos lagons se dégradent, etc., etc. Et puis, il y a aussi la question de la gestion des déchets, qui va être une question importante. Alors, j'ai choisi ce soir juste d'illustrer mon propos avec quelques articles récents qui traitent de cette question, et notamment une étude ici que je vous présente. Enfin, je ne vais pas tout détailler, mais en fait, c'est des chercheurs qui sont intéressés à comparer en fait finalement différents secteurs, différents sites. J'ai mis des flèches bleues sur les sites insulaires qu'ils avaient considérés dans leurs études, et puis ils ont en fait essayé de quantifier deux choses. La quantité de déchets produites, et eux ils partent sur une valeur moyenne, vous le voyez, de 1,67 kg par personne et par jour, et puis la nécessité de développer donc des systèmes de gestion adaptés, et notamment aussi adaptés à la production de CO2, c'est-à-dire à la non-contribution au changement climatique. Et on voit sur les deux flèches bleues que en fait, c'est là où on va avoir les histogrammes les plus importants, c'est-à-dire la production de CO2 et également la quantité de déchets générés par les touristes. Une autre étude, cette fois une étude qui a été faite sur une île, on est ici en Afrique, c'est Zanzibar, et là on voit en fait d'autres auteurs qui ont également essayé de quantifier la quantité de déchets produite par le tourisme. Donc ils ont comparé différentes zones, et puis ce qu'on voit aussi, c'est que oui, le tourisme peut dans certaines zones, celle que j'ai marquée, donc Forodani Gardens, être une source importante de déchets, mais c'est loin d'être la seule, puisqu'on voit que toutes les résidences urbaines, les zones résidentielles peuvent être également des sources importantes de déchets. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est juste des illustrations, ce sont juste ici des illustrations. Donc l'idée, c'est de se poser la question, c'est en fait, quelles sont les limites, how much is too much, combien est-il acceptable d'avoir du tourisme pour ne pas dégrader l'environnement et même la destination. Donc j'ai pris volontairement des exemples dans la littérature, avec des photos, des illustrations un peu flash, parce que je trouve ça intéressant. Mais il y a également, par exemple chez nous, des études qui ont été faites dans le cadre du programme Protège, des études sur les jardins de corail, différents jardins de corail à Raiatea par exemple, où ils ont ici mis en place et mis en évidence un certain nombre d'indicateurs de dégradation de ces jardins de corail. Donc c'est des attractions touristiques, mais la surfréquentation de ces zones entraîne des dommages qui sont parfois irréversibles. Donc finalement, ça fait longtemps que les chercheurs et la communauté scientifique s'intéressent à cette problématique de comment quantifier des limites, comment donner des limites. Et effectivement, il y a cette notion qu'on a aussi en aquaculture, qui s'appelle la capacité de charge, qui est une notion qui vise à essayer de déterminer jusqu'à quel niveau on peut exploiter, utiliser une ressource, un écosystème, sans que cela nuise à l'écosystème et donc même à l'activité elle-même. Et donc dans la littérature, il y a plein d'exemples qui existent. J'en ai découvert plein parce que je me suis intéressée
récemment, j'ai préparé moi aussi un peu à l'arrache ma présentation, mais j'ai découvert une étude vraiment intéressante que j'aimerais partager avec vous ce soir. Puis on parlait de l'Asie, ça tombe bien, c'est une étude sur qui a été faite par des équipes de recherche à Taïwan. Et ces équipes-là se sont intéressées à essayer de trouver des grilles d'indicateurs pour avoir des grilles de lecture. Donc ça a été publié donc c'est très récent, c'est 2021. Ça a été publié dans un journal très coté, qui s'appelle Ecological Indicator. Et ces chercheurs ont fait toute une démarche scientifique à partir d'un certain nombre de plus d'une centaine d'indicateurs. Ils ont réduit ce nombre-là à 93, ce qui est déjà considérable. Ils ont fait tout un ensemble de travail, de réunions, de discussions avec à la fois un public expert, avec des acteurs, avec l'ensemble des populations, pour essayer d'avoir finalement, de quantifier, de donner un aspect quantitatif à cette construction. Et donc j'encourage vraiment tous ceux qui sont intéressés par ces questions d'indicateurs et de capacité à consulter cette étude. Donc ils se sont intéressés vraiment à la durabilité. Et puis, en fait, ils ont fait des analyses, des pondérations des différentes variables. Et puis, ça donne des résultats que je vais vous présenter sans tous les commenter, évidemment, parce que je n'ai pas le temps. Donc, en fait, on va avoir des axes comme ça. Ils ont divisé leur schéma avec de l'importance et de la performance. Et puis, ensuite, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit un guide à l'action publique. Et donc avec là où on doit faire des efforts, là où nos efforts sont suffisants, etc., là où il ne faut pas faire d'efforts. Par exemple, et donc ils ont pris 3 composantes, les 3 plus classiques, j'ai envie de dire, la composante environnementale, économique, socioculturelle, donc on est vraiment dans l'axe, dans le développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur l'environnement, ils sont aperçus, c'est un resort à Taïwan, donc c'est quand même un type de tourisme particulier, mais c'est plus la démarche que je trouve intéressante, où ils ont montré que, par exemple, un des indicateurs qui est tout en bas dans low priority, c'était le bruit, la nuisance sonore. Alors, donc on peut se demander pourquoi, mais c'était ce qui ressort de leur analyse. De la même façon, sur les dépenses, ils s'intéressaient aux revenus. Il y a beaucoup de variables très intéressantes. Sur le socio-culturel management, on avait le nombre d'emplois locaux, le lien avec les communautés locales, etc. Donc tout un ensemble d'indicateurs intéressants. Et ce qui est, donc, au-delà de déjà ces 3 composantes, je dirais quand même assez classiques dans les études de capacité de charge, eux, ce qu'ils proposent, c'est d'en ajouter 3 autres. Et ces 3 autres sont assez étonnantes sur justement la science et la technologie en appui du tourisme ou du suivi du tourisme. Et notamment, ils s'intéressent au nombre de patentés, au suivi, à la sécurité des données, etc. Également sur tout ce qui est gestion des ressources humaines. Là, c'est le degré de satisfaction des employés, le pourcentage d'emplois saisonniers. Donc, vous voyez, c'est des variables vraiment très, très différentes. Et par exemple, là, le point de vigilance dans du numéro 2, là, qui est dans la case à droite, c'était vraiment sur concentrer nos efforts sur, effectivement, proposer des salaires aux employés qui soient meilleurs que ceux des concurrents, par exemple. Et enfin, il y a également tout un aspect sur la gouvernance. Ça a été évoqué tout à l'heure, juste avant moi, dans les 2 présentations. C'est vraiment un aspect qui est très, très important dans la caractérisation, j'ai envie de dire, de la durabilité d'une destination ou d'un secteur d'activité. Et donc, en fait, finalement, désolé pour le pas de charge, ces auteurs, en fait, caractérisent la durabilité sur les 3 composantes sociales, économiques, écologiques, mais également sur un aspect politique, technologique. Et donc, je trouve que c'est vraiment... il y a de quoi s'inspirer au travers de cette étude. Alors bien sûr, d'autres études, d'autres démarches existent. Il y a beaucoup d'autres méthodologies qui sont cette fois plus centrées sur l'impact du tourisme, comme par exemple la méthode le LAC, Limits of Acceptable Change, ou bien Tourism Impact Assessment. Donc là, c'est des méthodes qui sont un petit peu différentes, qui sont plus centrées sur comment je caractérise l'impact du tourisme sur ma destination, etc. Et puis, parmi ces méthodes-là,
Il y a d'autres auteurs. Ici, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est à Chypre. Voilà, c'est ça. Qui utilisent en fait, par exemple, des indicateurs biologiques, ici des macroalgues, des végétaux. Et puis ils établissent des cartes pour dire, bon ben, là, quand c'est un peu trop orange, c'est qu'il y a un impact. Et là, c'est l'eutrophisation, typiquement. Et donc, ils peuvent caractériser des zones en les comparant en fonction des saisons. Haute saison touristique, basse saison touristique, moyenne saison, etc. Et puis, ils peuvent réguler éventuellement ou proposer des régulations des flux. Alors, bon, c'est un peu... donc, effectivement, il y a des mesures d'impact, il y a des approches beaucoup plus globales comme la capacité de charge. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le tourisme, c'est aussi une source d'opportunités très intéressante, notamment dans des destinations comme la nôtre, puisqu'en fait, c'est souvent un public qui vient, on va dire, chercher la carte postale, mais chercher la qualité de l'environnement. Alors, donc, qualité de l'environnement, c'est quand même vague, mais il y a quand même cette notion-là et cette sensibilité. Donc, ils vont être favorables ou avoir un bon ressenti quand, justement, il y a des démarches de protection, de gestion de l'eau, etc. Bon, il ne faut pas que ça atteigne trop le confort, mais c'est quand même des gens qui sont, en principe, plutôt dans des bonnes dispositions. Donc effectivement, ça peut être des soutiens pour le développement d'innovation et d'innovation vertueuse dans ce secteur-là. Donc pour terminer, je dirais qu'effectivement la complexité de l'interaction tourisme-environnement au sens large, dans toutes les dimensions, c'est quelque chose qui est important, hein, Covid ou pas. Effectivement, l'approche intégrée me paraît être l'approche à vraiment recommander, puisqu'il faut aussi s'intéresser à non seulement les facteurs intrinsèques que j'ai décrits, mais je n'ai pas beaucoup parlé, par exemple, du changement climatique, qui est un facteur, une variable forçante des systèmes, aux aléas également, hein, les problématiques de risque qui en découlent par rapport à des aménagements. Je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion de mettre en place des approches agiles, et vous l'avez tout à fait démontré, même une souplesse et une agilité assez incroyable pour rebondir malgré toute la situation qu'on a traversée. Et effectivement, je pense qu'il faut travailler peut-être encore sur le développement d'indicateurs complexes, multiples, dans différentes composantes. Et puis, je voudrais terminer en disant qu'il ne faut pas parler d'impact, l'impact du tourisme. Le tourisme est en interaction avec son environnement. C'est-à-dire que le tourisme peut avoir un impact sur l'environnement, mais l'environnement a aussi un impact sur le tourisme. Et c'est cet équilibre-là qu'il nous faut absolument maintenir et conserver, au risque sinon de perdre complètement le tourisme et cette activité-là. Et effectivement, les démarches de qualité, de labellisation sont autant de démarches qui me paraissent très importantes. Je n'ai pas du tout évoqué la question de la sécurité qui a été très bien détaillée avant moi, donc c'est très complémentaire. Et voilà, j'avais juste un modèle qui a été fait très récemment aussi sur les interactions, donc c'est vraiment une pelote de laine, mais tout est interdépendant. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.